Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil national du numérique, Monsieur le Président de la Commission de protection des données du Royaume du Maroc, Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et bienvenue et merci d'être parmi nous ce soir. Le data altruisme, quelle drôle d'idée. Le fait de marier dans un même vocable d'un côté le traitement des données et de l'autre côté l'intérêt général, ça n'est pas forcément très intuitif. Dans l'esprit du public, l'utilisation des données, c'est souvent synonyme d'exploitation, de profilage, voire de manipulation. Et puis pour les entreprises, la donnée, c'est quand même ce pétrole qu'il convient de garder, dont il ne faut pas perdre la moindre goutte, même si on n'en fait pas forcément quelque chose. Or, on a vu, lors de la pandémie, les difficultés que pouvait poser la réticence au partage de la data. La crise sanitaire a révélé une véritable crise de la donnée. En tant que citoyen européen, je suis fermement attaché, comme vous, je pense, au respect de la vie privée, dont l'Union européenne et en son sein la France se sont fait des champions. Mais la protection des données ne représente qu'une face de la médaille. L'autre face, c'est sa valorisation. L'utilisation de la donnée pour un projet économique et sociétal conforme aux valeurs de l'Europe. Ainsi, quand ont été diffusées les premières versions du Data Governance Act, dont le but est de favoriser la disponibilité des données, il nous a semblé essentiel de travailler sur cette thématique. En effet, la Human Technology Foundation accompagne de ses modestes initiatives privées le développement des politiques publiques en matière de technologie, ainsi que la réflexion des dirigeants d'entreprise. Notre objectif est de contribuer au développement de technologies au bénéfice de l'humain. Au moment où nous allons présenter ce rapport, je tiens en tout premier lieu à remercier M. Cédric O, secrétaire d'État à la transition numérique et aux communications électroniques, dont les équipes suivent ces thématiques avec beaucoup d'attention. Mes remerciements vont également aux équipes de l'exploratoire Soprasteria Next, notre partenaire engagé et efficace dans cette aventure. Je remercie également les rapporteurs Jean Levist, Grimaud Valla, Victor de Salins, les membres du groupe de travail, ainsi que les institutions qui ont fourni un soutien, le soutien de leurs équipes, la CNIL, le MEDEF par exemple, ainsi que nos partenaires de Montréal. Les citoyens seront plus nombreux à contribuer à la recherche, à l'amélioration des services publics ou à la lutte contre le changement climatique, pour peu que l'on sache leur donner les gages de la confiance et mettre à leur disposition des mécanismes de partage de données qui soient efficaces, dotés d'une gouvernance transparente et de financement approprié. Il faudra susciter l'adhésion des entreprises également, elles qui sont détentrices de la donnée, et les propositions que nous faisons dans ce rapport vont dans ce sens. Pour que le partage des données en vue de l'intérêt général devienne peu à peu le nouveau comportement par défaut et pour que l'altruisme en matière de données devienne la nouvelle norme. Alors encore une fois, bienvenue et merci. Maintenant, je vais accueillir celui qui va animer cette soirée, Grimaud Valla, qui est co-animateur, co-rapporteur de notre étude et qui est avocat associé chez DTMV. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci. Je vais maintenant demander à Monsieur Jean-Claude Lamoureux, qui est le directeur exécutif de Soprasteria Next, de me rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les membres du groupe de travail, Mesdames et Messieurs, cher Eric, je tiens moi aussi à vous remercier, Monsieur le ministre, de nous recevoir aujourd'hui pour partager le fruit de nos travaux. Alors, comme la terre, l'air, le feu, l'eau, j'ose le parallèle. La donnée, c'est le 5e élément vital de notre futur numérique. La donnée est devenue nécessaire au bien-être de l'homme, à sa santé, à sa sécurité. C'est un outil précieux dans la maîtrise de la transition environnementale. C'est un enjeu de souveraineté. Pour les entreprises, les données sont à la fois essentielles à la conduite des activités et au développement, et elles sont hautement convoitées par la concurrence, ce qui fait que la donnée devient un actif jalousement gardé. Mais toutes les entreprises ne sont pas
égale face à ce phénomène. On a des grandes entreprises qui sont très avancées dans leur transformation numérique et qui disposent de moyens, les PME qui débutent cette transition, et puis les start-up qui n'ont d'autres richesses que les données qu'elles savent générer. Tous ne perçoivent pas pour autant que ces données, à la fois mises en commun et partagées avec d'autres sources, constituent un formidable levier d'innovation et de développement. Mais plus que cela, c'est pour tous, individus, entreprises, pouvoirs publics, un vecteur décisif de progrès. Alors, le progrès, c'est une notion qui est aujourd'hui discutée, et je vais revenir à la définition qu'en donne Montaigne. C'est une transformation graduelle vers le mieux. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, avec Human Technology Foundation, de nous pencher sur ce concept de data altruisme. Il cherche à définir les conditions dans lesquelles nous pouvons exploiter en toute confiance le potentiel des données au service du bien commun. Et pour cela, poser les bases d'une nouvelle écologie de la donnée. Chez Sopra Steria Next, nous sommes convaincus que ces questions d'éthique, de confiance, voire de responsabilité de l'entreprise, prendront une part essentielle dans la compétitivité des entreprises. C'est pourquoi nous avons créé en 2019 l'Exploratoire, qui est un do tank qui traite de ces sujets. Il vise, en s'associant à d'autres, comme les ONG, comme Human Technology Foundation ou des associations, à défricher et à explorer les futurs possibles. Alors, les acteurs des transformations des entreprises et des organismes publics, notamment les consultants que nous sommes, ont un rôle très particulier à jouer. Ils doivent intégrer la dimension éthique et les exigences de contrainte dans les transformations qu'ils sont chargés d'éclairer. Puisse ce rapport les guider dans leurs recommandations. Mesdames et messieurs les membres du groupe de travail, je vous remercie pour le temps et l'énergie que vous avez consacrés à ce rapport qui livre une contribution utile à un débat essentiel pour l'avenir de nos entreprises et la compétitivité de l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lamoureux. Maintenant, Monsieur le Ministre, si vous voulez bien nous faire l'honneur de nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au ministère de l'économie, des finances et de la relance. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous recevoir pour cette session sur l'altruisme des données et le rendu de ce rapport. Et je veux très sincèrement remercier à la fois la Human Technology Foundation, avec laquelle nous avons l'occasion, cher Eric, de travailler sur divers sujets, mais également l'Observatoire de Sopra Steria Next pour leur travail sur ce sujet qui, je crois, est énormément d'actualité, à la fois parce que, et ça a été évoqué juste avant, le Covid, s'il en était besoin, a remis le doigt sur le caractère absolument essentiel, d'un point de vue d'intérêt général, de cette question de la donnée, sous ses divers aspects d'ailleurs, et je veux saluer la présence d'Éric Botorel qui a rendu un rapport sur l'open data qui, je crois, est très complémentaire des réflexions qui sont menées aujourd'hui, mais également très actuel puisque, comme cela a été évoqué juste avant moi, nous sommes au milieu avec la mise en place qui doit se faire dans les années qui viennent du Data Governance Act, de cette réflexion et en tout cas, nous façonnons d'une certaine manière une forme de voie européenne sur la question de l'utilisation des données. Ce qui est certain, et je crois que chacun peut s'en apercevoir au jour le jour, c'est que en termes d'économie générale des données, ou du fonctionnement de la donnée et de sa transmission, de sa valorisation au sein des sociétés occidentales, particulièrement de la société européenne, nous sommes aujourd'hui dans une situation que je crois nous pouvons décrire comme sous-optimale, qui a été particulièrement prégnante pendant la période de la crise pandémique, avec à la fois
des initiatives absolument remarquables, au croisement d'ailleurs de ce que pourrait donner demain un altruisme des données et de l'open data, et une forme de limite, ou en tout cas de très grande de caractère sous-optimal, pour utiliser un terme un peu technique, dans la manière dont les données sont valorisées aujourd'hui, avec quelques exemples dont je me souviens très précisément puisque j'ai été au cœur de ces débats. Le premier, c'est que la gestion de la pandémie dans son aspect macro n'a été possible, en tout cas a été rendue possible pour une partie de ces aspects, que parce que certains grands groupes privés ont bien voulu partager leurs données avec l'État. Données qui, d'une certaine manière, étaient des données dont il est certain que les propriétaires, peut-être pas les propriétaires, ce n'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas ceux qui les avaient produites, n'auraient eu aucun problème à les partager avec l'État. Je pense notamment à cette période du premier confinement où le pilotage de la politique française s'est fait parce que certains opérateurs téléphoniques ont accepté de partager les données de géolocalisation et de mouvement des Français, notamment des Franciliens, avec l'État pour évaluer l'impact du confinement, parce que certains opérateurs électriques ont accepté d'en dire un peu plus sur, enfin en tout cas de partager avec l'État l'activation des compteurs électriques dans d'autres endroits, ce qui permettait de suivre les mouvements de population. Autre exemple, je me souviens assez bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette présentation d'Édouard Philippe, où les données de comportement quotidien des Français sur combien de Français sortaient de chez eux, combien de Français allaient faire leurs courses dans les magasins près de chez eux, étaient fournies par une grande entreprise américaine qui possédait ces données à une granularité qui était inaccessible pour l'État. Dernier exemple, il est de notoriété publique que les meilleures données de non-recours aux soins et d'évolution de suivi des soins par les Français dans le cadre de la pandémie étaient fournies par Doctolib, qui, en temps réel, pouvait avoir accès à... Il y a 15% de moins de réservations par rapport à la même période ou la semaine d'avant chez les dentistes. Donc on peut imaginer qu'assez rapidement, on va avoir à terme, soit chez les dentistes, soit chez les kinés, des problèmes de santé chez les Français liés au fait qu'il y a moins de... Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, ceux qui maximisent le plus l'utilisation de ces données, qui d'ailleurs ne leur sert pas en tant que telles à l'instant T, sont de grandes entreprises privées. De l'autre côté, on a vu un certain nombre d'initiatives absolument remarquables, comme Covid Tracker, qui, sur la base des données, alors pour le coup fournies par l'État, de suivi en temps réel de l'épidémie, a pu contribuer au débat public, contribuer à la connaissance et à la popularisation de ce qui se passait auprès des médias et donc du grand public, ou comme le site info-coronavirus.fr, qui a été de manière extrêmement intéressante, puisque c'était l'endroit où vous vous déclariez pour savoir, en fonction de vos symptômes, s'il fallait que vous appeliez le 15, s'il fallait que vous restiez chez vous et que vous appeliez votre médecin généraliste. Il y a eu plusieurs millions de personnes qui se sont renseignées pour savoir à partir de leurs symptômes s'il y avait un sens que ce soit le coronavirus ou pas, à l'époque où on le connaissait encore mal. Et c'est ce qui a permis en temps réel, par exemple, qu'on identifie le fait que la perte de goût et la perte d'odorat étaient un symptôme extrêmement fréquent. Puisque, en temps réel, on se rendait compte que dans les symptômes qui étaient déclarés librement par les gens mettaient perte de goût, perte d'odorat, ce qu'on ne savait pas, ou en tout cas qu'on pouvait de ce sujet de manière qualitative. Bref, l'ensemble de ces sujets ne rentrent pas forcément dans la question de l'altruisme des données et du rapport qui est aujourd'hui. Mais ce qu'on sent de manière perceptible, c'est que nous sommes dans une forme de... en tout cas d'équation sous-optimale, encore une fois, liée à la fois à l'intérêt de l'ensemble de ces données, leur sous-utilisation compte tenu des difficultés techniques, mais aussi juridiques, ou en tout cas de l'inexistence d'un process pour les valoriser, et que d'un autre côté, ceux qui en font la plus grande valorisation sont des acteurs privés. Et je crois qu'il nous faut, et c'est l'objectif du rapport d'aujourd'hui, résoudre notre tension entre le consommateur et le citoyen. Le citoyen a peur pour ses données. En même temps,
il lui semblerait probablement à la plupart d'entre nous naturel que dès lors que Éric Salobir prenait cet exemple ce matin lors d'un échange, les données collectées par ma montre actuellement puissent être partagées de manière libre avec l'Institut Pasteur ou l'INSERM, mais il n'a aucun moyen de le faire. Et dans le même temps, le consommateur, lui, n'a pas autant d'état d'âme que le citoyen et n'a aucun problème, pour des raisons de vie quotidienne, de simplicité de vie quotidienne, à donner ces données à des grandes entreprises privées. Et ce que je crois le rapport, mais aussi le Data Governance Act nous permettent de faire, c'est de tracer une solution qui réconcilie le citoyen et le consommateur dans l'utilisation de ces données, en faisant en sorte que nous puissions, notamment via les tiers de confiance, mettre en place, enfin en tout cas mettre à disposition des données sous-utilisées à des objectifs non-profit et notamment d'intérêt général au bénéfice du collectif. Et ce que je crois très intéressant à travers ce rapport, qui d'une certaine manière préfigure, comme le disait Éric Salobir, la mise en œuvre du Data Governance Act, c'est qu'il trace les chemins sur ce que pourrait être demain une économie générale de la donnée qui fonctionne plus au bénéfice de l'intérêt général. Ce qui, je crois, d'ailleurs, replace par ailleurs l'État, en tout cas le rôle de la puissance publique dans cette question de la donnée. Et l'État, à cet égard, me semble-t-il, a au moins deux missions. La première mission, et c'est plus du côté de l'open data, c'est de libérer ses propres données. Combien de données au ministère des Transports, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, qui, libérées, peut-être d'ailleurs via des tiers de confiance, pourraient permettre de significativement, d'abord, améliorer une partie des politiques publiques, améliorer la lisibilité des politiques publiques et améliorer la confiance dans les politiques publiques. Mais l'État a également un autre rôle, et je pense que c'est le cas dans le cadre de ce rapport de l'altruisme pour les données, c'est le rôle de labellisateur. On voit à quel point un des éléments qui dysfonctionne dans l'économie de la donnée depuis plusieurs années, c'est la rupture de la confiance entre les différents acteurs engagés dans, disons, le processing de la donnée. Et je crois que s'il n'est pas forcément systématiquement utile ni systématiquement sain que l'État soit lui-même le processeur de la donnée, je crois qu'en termes de labellisation et de capacité à indiquer aux citoyens français, européens, que telle solution, tel tiers de confiance répond à des critères de confiance, là, l'État a un rôle à jouer, qui n'est pas un rôle de faiseur, mais qui est un rôle d'encapaciteur, d'une certaine manière, afin de faire en sorte que ce système puisse se créer en système de confiance. Bref, je ne vais pas être extrêmement long. Je veux encore une fois remercier les auteurs du rapport. Il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que ces éléments-là ne se feront pas du jour au lendemain, et créer une économie, pas au sens financier, mais au sens de système d'organisation de la confiance, prend du temps. Mais je crois que on voit à travers ce rapport ce que pourrait être une tierce voie européenne, entre d'un côté une voie chinoise qui fait peut-être la barre un peu trop belle à l'intervention de l'État en matière de capture et de gestion des données, avec toutes les dérives que cela peut représenter, une voie américaine qui laisse cet élément-là aux acteurs du privé, et une voie européenne qui pourrait trouver cet équilibre, qui permet d'utiliser ces stocks de données ou ces lacs de données qui sont très largement sous-utilisés, tout en faisant en sorte que l'on continue à protéger ce qui, je crois, est un acquis majeur européen des dernières années, qui est le Règlement général de protection des données. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour ce discours très inspirant. Mesdames, Messieurs, les membres du panel, si vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, bonsoir à tous. Nous sommes évidemment très honorés de pouvoir présenter ce soir le fruit de nos travaux, de 6 mois de travaux sur l'altruisme des données. Alors pour recontextualiser un petit peu, l'objectif du groupe de travail, c'était de faire de cette drôle d'idée qu'est l'altruisme des données un outil concret au service de l'intérêt général. Nous avons cherché les points de tension, les éventuels freins qui pouvaient exister au développement de l'altruisme des données, pour comprendre comment les dépasser. Et pour parvenir, dans notre rapport, à présenter des recommandations de mise en œuvre pratique de ce nouveau concept. Alors, pour présenter nos travaux, je vais donner la parole successivement à 3 des membres du groupe de travail, à Madame Clémentine Furigo, qui est juriste du comité de régulation du numérique du MEDEF, à Monsieur Régis Châtelier, qui est responsable d'études prospectives à la CNIL, et à mon confrère Charles Morgan, qui est avocat associé du cabinet canadien McCarthy Tétrault. Alors pour commencer, cher Régis, je vous propose de parler de notre premier axe de réflexion dans le groupe de travail, qui a été l'articulation entre le data altruisme et le corpus législatif et réglementaire qui était déjà existant concernant le traitement des données. Oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Effectivement, la CNIL et les autorités de protection des données se sont intéressées à la question, il faut le rappeler, la circulation des données qui figure dans le titre même du RGPD. Depuis quelques années, au laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, on a eu l'occasion dès 2017 de proposer une matrice de partage des données dans le cadre urbain, mais qui est également applicable. On s'est également intéressé à ce sujet dans le cadre d'un événement sur la portabilité, où on a parlé déjà du Data Governance Act, ou plutôt plus récemment dans un événement sur l'open data et le partage des données. Donc c'est un sujet qui est important pour nous et depuis longtemps on s'y intéresse. Et quand on a vu justement suivi le Data Governance Act, on a pu publier avec le DPB, donc les CNILs européennes ont publié un avis sur ce sujet. Et ce qui est important à voir sur ce sujet, d'abord, c'est que le fait même de vouloir utiliser les données pour les finalités d'intérêt général est quelque chose qui est reconnu comme important par les autorités de protection, à la condition toutefois, bien entendu, de ne pas céder à un droit fondamental qui est le droit à la protection de ces données. Les 2 points un peu sur lesquels on avait des points de vigilance étaient les 2 points en particulier qui étaient la définition de l'intérêt général, qui conviendra de définir au mieux, et de l'autre, le respect du consentement tel qu'il existe dans le RGPD, à savoir que les personnes qui souhaitent partager des données puissent à tout moment justement décider de révoquer ce consentement, mais également d'avoir un consentement libre et éclairé sur chacun des cas. Et là où c'est intéressant par rapport au dossier, au rapport et comment on a pu travailler ce sujet, c'est que voilà, c'était comme préalable, on a mis ces questions notamment dès la recommandation numéro 1 de définir l'intérêt général et un petit peu plus loin dans la 12, je crois, si je me souviens bien, de traiter cette question du formulaire de consentement tel qu'il est proposé par le Data Governance Act. Donc c'est des points qui sont importants pour nous, mais au-delà, dans le rapport lui-même, ce que je trouve intéressant, c'est justement cet accent qui est mis sur la notion de confiance et le fait justement d'aller encore plus loin dans la mise en place d'une gouvernance qui génère de la confiance et de travailler notamment sur la relation des personnes à ces organismes altruistes avec plusieurs recommandations qui traitent de ces sujets. Et je pense que là où, pour faire le lien encore une fois avec la protection des données, c'est que pour avoir longtemps, depuis longtemps maintenant, depuis 2018, présenté le RGPD dans diverses enceintes, ce que j'aime bien faire, c'est le présenter, n'étant pas moi-même juriste à la CNIL, mais étant plutôt dans la partie usage, c'est de présenter ce sujet comme un sujet de confiance dans le traitement des données. Dans la confiance au sens où on est en responsabilité et il faut faire en sorte que la personne à qui on a demandé des données d'une manière ou d'une autre se sente en confiance. Donc pour moi, la conformité au RGPD, c'est d'abord un système de transparence où on va respecter les droits des personnes. Mais une fois qu'on a cette logique de confiance où on puisse être redevable à tout moment, finalement, on entre dans quelque chose qui est vertueux et qui n'est pas juste de se dire est-ce que la CNIL va venir me contrôler ou est-ce que je serai conforme ou non. Et ça, c'est le plus important. Et pour finir, pour ne pas faire trop long, l'autre élément également qui est important, c'est un élément que je souhaitais citer de Hélène Nissenbaum, qui est une philosophe de droit qui a travaillé notamment sur la protection des données, qui parle justement de l'intégrité contextuelle et du fait qu'on doit faire attention à ce que les données elles peuvent être partagées. Donc la protection n'est pas contre le partage, mais plutôt contre le fait de ne pas avoir des utilisations qui ne seraient pas attendues par les personnes. Donc cette notion d'altruisme a cela d'intéressant qu'elle se pose la question de la confiance. Et je pense qu'il est important de travailler dessus aujourd'hui et bien sûr dans le futur.
Merci beaucoup, Régis. Des notions très importantes de confiance, de gouvernance. On comprend bien que le data altruisme, c'est un outil nouveau qui doit permettre une meilleure circulation des données, mais qui ne doit pas venir altérer le cadre qui existe déjà de protection des données. Le RGPD, on le comprend bien, c'est un texte qui reste la référence, qui reste en place pour la protection des données personnelles. Et toute organisation altruiste devra respecter le RGPD du moment qu'elle traitera des données personnelles. Gouvernance très importante, gouvernance qui est aussi destinée à s'approprier la confiance des entreprises, qui était un point déterminant de nos recherches. Entreprises qui craignent la dilution de leur avantage concurrentiel dès lors qu'on leur demande de partager leurs données. Alors c'était un enjeu important. Clémentine, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cet enjeu et de la façon dont nous avons cherché à y répondre, s'il vous plaît? Bonjour à tous. Alors le MEDEF était ravi d'être impliqué dans ces travaux parce qu'effectivement les entreprises détiennent beaucoup de données, que ce soit des données personnelles ou des données industrielles. Elles sont au cœur des enjeux de l'économie fondée sur la donnée. Et au niveau du MEDEF, nous, on travaille depuis 5 ans maintenant, enfin plus de 5 ans maintenant, sur le partage et la circulation des données, puisqu'on représente des entreprises à la fois détentrices de données, mais également des entreprises qui voudraient avoir accès aux données d'autres entreprises. Donc on représente de grandes entreprises françaises, des grands groupes internationaux, des TPE, PME. Donc on avait on a des intérêts très divergents, voire contradictoires. Sur le partage de la donnée. Les inquiétudes des entreprises, qui sont détentrices des données, c'est justement, comme l'a dit Grimaud, de ne pas perdre leur avantage concurrentiel. Donc c'était très important pour nous, et le rapport le montre bien, d'encourager les entreprises à partager leurs données, mais que ce soit sur la base du volontariat. Et il y a des recommandations qui appellent à recourir à des contrats avec des conditions standardisées qui soient quand même équilibrées pour éviter que des grandes entreprises aient un avantage, qu'il y a des déséquilibres contractuels vis-à-vis de plus petites entreprises. Le volontariat, ça veut dire que l'entreprise doit tout d'abord avoir le choix de s'engager dans un processus de partage des données, de mise à disposition de ces données, de pouvoir avoir le choix des destinataires, ou en tout cas une visibilité, ce qui permet, dans le rapport, le fait de recourir à des organisations tierces, data altruistes, ça permet d'avoir une certaine visibilité, puisqu'il y a effectivement un droit de rétractation pour les données personnelles, mais également il y aurait un droit de rétractation pour les entreprises qui seraient engagées dans un processus. La dernière crainte, donc au-delà des distorsions de concurrence et des avantages concurrentiels, c'était les modalités de partage. Donc évidemment, il faut des canaux sécurisés, une confidentialité pour partager les données. Il faut également les entreprises, il ne faut pas oublier que les entreprises investissent pour collecter les données, qu'elles investissent pour les traiter en développant des algorithmes, par exemple. Et au-delà de ces investissements, elles investissent également il y aurait un coût pour développer, faire des développements techniques pour pouvoir partager ou mettre à disposition ces données. Donc les entreprises souhaitent avoir, et c'est assez normal, un retour sur investissement. Le rapport propose un retour financier, mais également des pistes intéressantes telles que l'incitation fiscale sur le modèle du mécénat. Même si c'est pas un moteur pour que les entreprises partagent plus leurs données, en tout cas elles vont y réfléchir à 2 fois en fonction de leurs bénéfices-risques pour elles. Donc ça, c'est des pistes qui sont intéressantes. Après, on a d'autres pistes telles que le label de certification d'acteurs altruistes. C'est une piste qui est à réfléchir. À mon avis, elle satisfera pas tout le monde, puisqu'il y a des entreprises qui pourront être vues comme altruistes avec ce label et qui pourront, ce sera bien pour leur image. À l'inverse, d'autres entreprises ne pourront pas avoir ce label, pas forcément parce qu'elles veulent pas partager leurs données, mais parce qu'elles en ont pas, ou alors qu'elles n'ont pas de données structurées, qui est très difficile du coup à partager, ou tout simplement parce qu'elles le peuvent pas, par exemple parce qu'elles sont soumises au secret défense. Donc il faut, on est un peu plus restreint sur sceptique sur cette mesure-là, mais en tout cas le rapport pour nous est assez équilibré et a su défendre les intérêts de la société et des individus, mais également promouvoir les intérêts, tenir compte en tout cas des intérêts des entreprises.
Merci beaucoup Clémentine. On voit toute l'importance d'allier les entreprises à cette réflexion pour trouver toutes les mesures qu'on a cherché à mettre en place pour créer la confiance des entreprises. Très important, primordial même, tous les retours d'expérience qu'on a pu avoir au cours des auditions dans le groupe de travail, à l'extérieur du groupe de travail et grâce à l'apport de nos experts extra-européens. Merci encore à Charles et à tous ses collègues et confrères canadiens qui ont pu nous aider là-dessus. Le rapport a été très intéressant parce qu'au Canada, une expérimentation très spécifique a été mise en place, notamment sur la gouvernance des données, à travers le concept assez novateur de fiducie de données. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, Charles, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Je voulais juste vous rassurer que les Canadiens n'apportent pas que les camionneurs à Paris, on apporte quelques bonnes idées, j'espère. Oui, lorsque Eric m'avait demandé de participer au regroupement, il était particulièrement intéressé par le concept de la fiducie des données et des expériences vécues au Canada. Donc, je vais parler de deux exemples. C'est deux échecs, mais espérons qu'il y aura des leçons tirées qui feront en sorte que vous allez surtout éviter les échecs. Donc, les deux exemples qui venaient rapidement à l'esprit. Le premier exemple, c'est dans la ville de Toronto, il y avait tout un quartier assez important qui voulait redévelopper pour développer une ville intelligente. Et une filiale de Google qui s'appelle Sidewalk Labs avait été engagée pour travailler de pair avec les développeurs du site pour mettre en place des sensors un peu partout afin d'assurer que la circulation du trafic allait être fluide, l'utilisation de l'éclairage serait efficace, les ordures bien placées, en tout cas. Tout ce qu'on pourrait vouloir voir dans une ville intelligente. Mais évidemment, le projet a soulevé des inquiétudes parmi les gens qu'il y allait avoir des sensors qui allaient tracer la vie des gens. Et donc, il y avait eu un effort de mettre en place une fiducie de données, d'engager Anne Cavoukian, qui est la personne qui a conçu l'idée de Privacy by Design, que vous connaissez probablement. Et malgré ça, le projet était un échec. Les gens n'avaient pas confiance que leurs données, même dans un contexte de fiducie des données, allaient être protégées de façon adéquate. Et pourquoi? C'est quoi le premier leçon? C'est l'importance de la crédibilité et de l'indépendance du tiers de la confiance. Parce que dans le cas en espèce, même si Sidewalk Labs était une filiale de Google, même s'il y avait une fiducie de données créée de façon distincte, les gens avaient l'impression que les données allaient être partagées parmi tous, à tort ou à raison. Mais donc, cette notion d'assurer l'indépendance. Deuxième leçon tirée, c'est le cas que je voulais soulever, c'est le cas de CoviApp, mis en place développé par Mila, un institut de recherche en IA. Et comme dans la France, vous avez eu votre Stop Covid, une application de traçage. Au Canada, la différence entre CoviApp et Stop Covid, c'était que CoviApp collectait beaucoup plus d'informations que votre Stop Covid, de manière très délibérée, afin de tenter d'obtenir des informations contextuelles, pas juste binaires. Est-ce que j'avais été à 2 mètres de quelqu'un qui a eu le COVID? Non. Est-ce que j'ai été à 2 mètres de quelqu'un, mais il y avait une vitre entre nous deux, ou je portais un masque, ou d'autres éléments, d'autres facteurs contextuels. Et derrière tout ça, il y avait une équipe de chercheurs menée par Yoshua Bengio, qui est un des génies de l'intelligence artificielle, qui allait analyser cette information pour aider dans l'analyse de risque.
Ce n'était pas juste une question binaire, oui, non, c'était plus gestion de risque, est-ce que je suis à haut risque ou risque moindre d'avoir attrapé le COVID? Et donc, la leçon à tirer de cet exemple, c'était, entre autres, et je trouvais ça vraiment intéressant, ce n'est pas nécessaire que tout le monde participe à une activité d'altruisme pour en tirer bénéfice. L'avantage de l'application COVID App de Mila, c'est que avec seulement une participation de 10% de la population, ils pouvaient en tirer des informations très utiles pour la société en général. Tandis que l'application typique, il fallait une adhésion de 75%. Et de nos jours, il y a aucune cause au monde pour laquelle il y aura 75% de la population qui sont d'accord pour le soutenir. Donc, l'idée de base, c'est que si on collecte des données de valeur, on peut en tirer des bénéfices. Troisième leçon tirée de ces deux exemples, Mila, COVIAP et Sidewalk Labs, c'est que la confiance dans le tiers de confiance doit être méritée et doit être démontrée et démontrable. Elle est attributaire de la bonne gouvernance et de la transparence. Dans le cas de Mila avec leur COVIAP, Mila, avant de lancer l'application qui a été, entre parenthèses, rejetée par le gouvernement parce qu'ils pensaient que c'était trop compliqué. Donc, il y avait peut-être un manque de... Peut-être ils avaient raison, peut-être il manquait d'audace, mais Mila avait publié une white paper de 60 pages. Ils ont décrit en grand détail tous les éléments, tous les risques, avec grande transparence. Ils avaient la composition du conseil d'administration a été développée avec soin. Ils ont demandé à un ex-juge de la Cour suprême du Canada d'être chef du conseil d'administration. Ils ont fait une analyse des risques. Ils ont publié tout cela avec des protocoles de gouvernance pour assurer l'audit, feedback loop, la formation des utilisateurs. Donc, c'était vraiment conçu. Et il faut, comme je dis, pas seulement mériter la confiance, mais pouvoir démontrer qu'on mérite la confiance. Merci infiniment, Charles. On voit à quel point ces enseignements ont été utiles pour nous et pour le rapport sur la gouvernance qu'on a énormément détaillé dans le rapport, qu'on a cherché à fouiller grâce à tout cela. On voit aussi qu'effectivement, avoir 75% de la population qui soutient un projet n'est pas forcément nécessaire. En revanche, on a constaté quand même que pour que le data altruisme puisse émerger, il faut quand même qu'il y ait un mouvement d'adhésion globale au data altruisme, qui est une forme de reconnaissance sociétale du data altruisme. Et on a cherché à créer dans notre rapport, à proposer des solutions pour créer une communauté autour de l'altruisme des données. Et je vais en terminer par là. Une communauté qui regroupe à la fois les contributeurs en données, à travers, pourquoi pas, un label altruiste. Alors, ça peut poser des questions, mais c'est une vraie solution. Mais une communauté, en tout cas, des contributeurs, et puis une communauté des organisations altruistes à travers la création, par exemple, d'une fédération. On a cherché aussi à proposer des leviers pour amplifier le phénomène, et j'en citerai qu'un parce que le temps nous manque malheureusement, mais par exemple, le fait de faire dans les appels d'offres, le fait de participer ou de s'engager à participer au data altruisme, un critère de sélection des offres. On n'a malheureusement pas le temps de développer plus sur toutes nos recommandations. Je vous invite évidemment à en prendre connaissance dans notre rapport. Vous verrez qu'elles sont structurées sous la forme d'une ligne de vie d'un projet data altruiste. Et on a essayé de les synthétiser sur une double page en infographie pour qu'on puisse les comprendre et y avoir un accès direct. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé, merci à tous. Je vais maintenant appeler Monsieur le Ministre, Monsieur Lamoureux et Monsieur Salobir pour la remise du rapport. Merci.